Merci Madame la rectrice. Mesdames, Messieurs, ravi d'être à nouveau avec vous. Il y a quelques mois, on a eu le plaisir de faire une journée sur la réforme du lycée. Donc ravi de retrouver les collègues d'Azen, l'inspecteur. Salutations évidemment à Monsieur le Président de l'Université, au directeur de l'IUT. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, à la demande de l'équipe, et en particulier de Madame la rectrice, je vais essayer de planter le décor, en quelque sorte, de cette journée sur ce qu'on appelle aujourd'hui, au plan national, et ça a été rappelé par Madame la rectrice, donc le plan de valorisation de la voie technologique. Je voudrais faire une intervention, une fois n'est pas coutume, en 4 points, non pas en 3. Je voudrais revenir quand même sur ce qu'est la voie technologique dans le système français, rapidement, mais vraiment pour poser quelques bases, vous dire pourquoi il y a eu un plan de valorisation et quel est son contenu. D'ailleurs, les initiatives qui sont en cours participent des éléments de ce plan de valorisation. Je vais indiquer quand même, puisque je sais que nombre d'entre vous sont dans les établissements, donc je vais passer de l'académie, si je puis dire, enfin de la région académique à l'académique, et je vais descendre évidemment sur les établissements, ce qui semble être des pratiques communes pour valoriser la voie techno dans les lycées. Et puis je terminerai sur un élément de conclusion, c'est-à-dire en quoi la voie techno doit inspirer l'évolution du système éducatif à court et moyen terme. Bon. Alors, le premier point donc sur l'originalité. La voie technologique, vous le savez peut-être, est une originalité française. Il y a très très peu de pays au sein de l'OCDE qui ont 3 voies. Nous avons la voie générale, la voie techno, la voie professionnelle. Il y a quelques pays de l'Europe de l'Est aujourd'hui qui ont encore ces 3 voies. Le reste, c'est globalement bicéphale. Il se trouve que depuis maintenant une quinzaine d'années, que ce soit du côté politique, rapport apparu 2008, qui est un député à l'époque, que ce soit au sein du ministère, rapport d'Ecoin, on est en 2010, c'est Xavier Darcos qui est ministre, voire un rapport de l'inspection générale en 2016, depuis 15 ans, on s'interroge sur le devenir de la voie techno. Dans le rapport de l'inspection générale de 2016, sur lequel nous sommes appuyés au moment où le ministre nous a demandé d'y réfléchir, il y avait 3 hypothèses. Et d'un point de vue théorique, elles sont pertinentes. Enfin, on a le droit, dans une réflexion scientifique, enfin dominante scientifique, de se poser 3 hypothèses théoriques. La première hypothèse, on réforme le lycée, il n'y a plus de voie techno. Chacune des séries, y compris STAV pour ce qui est de l'agriculture, il y en a 7 dans l'éducation nationale et 1 dans l'agriculture. Qu'on sous-estime d'ailleurs, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure. On peut transformer ce qui est enseignement technologique en des enseignements de spécialité, EDS, et puis on fait une intégration, si je puis dire, de la voie techno dans le cadre général. Bon, c'était une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est quand on regarde les 7 séries de la voie techno, on met de côté l'agriculture, il y a peut-être des rapprochements qu'on peut faire. On peut se dire STI 2D, STL, c'est même combat. On est dans le secteur de la production. On peut rapprocher ST2S et STMG d'une certaine manière. On est dans le secteur, en gros, des services. Donc il y a eu cette hypothèse de rapprochement. Puis la troisième hypothèse, c'est le maintenir. L'hypothèse de le maintenir, oui, mais on la maintient, mais qu'est-ce qu'on constate? Autour des années 2000, il y avait à peu près 30% des élèves qui étaient dans la voie techno. D'aucuns ont considéré effectivement qu'il y avait eu une influence sur le développement des bacs professionnels, ce qui est exact. Mais on est aux années 2000, les bacs pro ont plus de 10 ans d'âge, c'est pas l'influence directe. Donc on a une baisse d'attractivité de la voie techno, qui fait qu'aujourd'hui, on est à 27% de la population. On a perdu 10% de population en voie techno en à peu près, allez, je fais un compte rond parce que c'est plus facile à dire, une vingtaine d'années. 10% de population en 20 ans. Sauf que, ce 10% n'est pas homogène, quelles que soient les séries. Et c'est bien ça le problème de la voie techno. On a une hypertrophie de STMG, et on a une hypotrophie d'STI 2D, ST2S, STL. J'ai tendance à dire, pour l'avoir écrit quand
j'ai remis le rapport au ministre, là, il y a plus d'1 an et demi. C'est comme si le cœur de la voie techno, finalement, s'effilochait. Le cœur s'effiloche, en quelque sorte. Donc cette baisse d'attractivité, on s'accorde à dire aujourd'hui que c'est à la fois le résultat d'une histoire, quand j'ai vu apparaître certaines critiques sur la réforme du lycée en disant que la réforme du lycée est en train de tuer la voie techno. Non, attendez, oh. On regarde les choses de manière longitudinale, on est un peu objectif, je dis bien un peu objectif, comme pour les mathématiques, par exemple. On est un peu objectif. Et donc, quand on est un peu objectif, on voit bien que ça fait une quinzaine d'années que cette voie a du mal à trouver sa place, sa visibilité, et, j'oserais presque dire, sa lisibilité. Bon. Donc le choix du ministre sur les 3 hypothèses théoriques sur lesquelles nous avons travaillé était assez simple, indépendamment de la conjoncture dans laquelle la décision a été prise. Ça a été de dire, mais finalement, nous sommes ici en 2020, il y a un événement qui doit nous permettre de revisiter notre vision de la voie techno. Et l'événement, c'est l'arrêté de décembre 2019 qui dit une chose très simple. On va professionnaliser le premier cycle du SUP. Et en particulier, en créant cette licence professionnelle appelée bachelor en ce qui concerne les UT, on doit donner une perspective. Et c'est rejoint ce que disait Mme la rectrice, c'est-à-dire, en fait, comprenez bien le sens, mes amis. Le problème, c'est pas de dire il faut exister pour exister. Si moi, élève, je choisis la voie techno, c'est parce que je suis dans une trajectoire. Et je choisirai d'autant plus cette trajectoire que j'ai une visibilité de cette trajectoire. Donc, autrement dit, il y a des messages simples, si je puis dire, à faire passer. Le parti pris qu'a pris le ministre par une note adressée au recteur le 28 avril 2020, qui a ensuite été relayée, évidemment, tout au long de l'année actuelle, ça a été de dire, voilà, nous maintenons la voie technologique en France, nous gardons notre originalité, mais en disant, on fait 2 paris. 1, si je choisis la voie techno en amont, post-3e, post-collège, c'est parce qu'il y a des spécificités pédagogiques qui sont adaptées à un profil de l'élève, mais c'est des spécificités pédagogiques que je valorise. J'insiste là-dessus, et en particulier sur la pédagogie inductive. Deuxième élément, ça c'est amont, l'aval, ça veut dire que la trajectoire du gamin de la voie techno, c'est le post-bac. Quand je choisis la voie technologique, je vais rentrer dans l'enseignement supérieur. Voilà. J'ai 2 messages qui sont portés finalement à travers cette valorisation de la voie technologique pour contrecarrer le fait qu'elle est coincée entre la réforme du lycée, comme l'a dit la rectrice, sans doute à notre corps défendant, sans doute parce que nous avons peut-être commis quelques erreurs de communication, on l'a hyper valorisé sur les EDS et par conséquent on a renchéri sur la voie générale. Donc elle est coincée par cette réforme de la voie générale, si je puis dire, de la forme du lycée, et puis elle a été aussi coincée par la transformation de la voie pro. Or là, il y a une opportunité. Et vous voyez cette opportunité, je trouve ça très intéressant d'un point de vue institutionnel. Il n'y a pas de réforme de la voie techno en se disant on va modifier les horaires, il y a eu des modifications de programme, etc. Mais ce n'est pas le chambardement. Le choix qui est fait, c'est un choix de vision. C'est un choix de trajectoire. Donc autrement dit, si nous voulons tous ici, dans cette salle, et ailleurs, j'espère, valoriser la voie techno, ça veut dire que j'ai 2 messages à porter. Ça va, 2 messages. Hein ? Je choisis la voie techno parce qu'il y a une spécificité pédagogique, fondée sur une pédagogie inductive. D'ailleurs, j'ai tendance à dire, bon, je ne suis pas de cette voie, c'est pas mon histoire personnelle, mais je trouve que forcément, puisqu'il a fallu rédiger, j'ai passé beaucoup d'heures, y compris dans les ateliers techno dans un certain nombre de lycées, j'ai la faiblesse de penser que cette pédagogie inductive serait bien utile dans certaines disciplines d'enseignement général, de la voie générale. Même les mathématiques. Hein? Regardez comment on a écrit, je dis ça parce que c'est le dernier rapport qu'on a commis là, il y a une semaine. Et le problème des mathématiques, c'est pas de savoir s'il faut rajouter des heures. Si c'était ça, mais la France serait number 1 au niveau des performances de l'OCDE, puisqu'elle a le volume horaire en mathématiques en français plus élevé. Et pourquoi avons-nous ces performances-là? Heureusement qu'il y a le Chili derrière nous.
Enfin, pardon, j'ai rien contre le Chili. En plus, l'équipe de foot a pris, je crois, 3-0 là contre le Brésil. Enfin, bon, bref. Donc, mais parce qu'il faut se poser peut-être la question de la manière dont on enseigne. Quelle est l'appétence que je donne aux élèves, y compris aux filles, pour avoir envie de faire des maths? Mais peut-être, peut-être. En tout cas, nous, c'est une recommandation qu'on a faite dans le rapport. Il faut sans doute rajouter, parce qu'il y avait peut-être un trou dans la raquette, il faut l'avouer ça, notamment sur le tronc commun, mais si on limite les inflexions uniquement en rajoutant des heures, je crains fort que dans quelques temps, on fasse à nouveau le même constat. Or là, il y a là un vrai parti pris sur cette pédagogie spécifique, si je puis dire, à la voie techno, qui mérite indiscutablement d'être valorisée. Est-ce que moi, qui suis prof principal de seconde, ou est-ce que moi, qui suis prof principal de troisième, je peux expliquer aux élèves et aux parents d'élèves ce qu'est la pédagogie inductive? Pourquoi je parle du concret pour aller vers l'abstrait? Pourquoi, finalement, quand je suis en immersion dans un atelier techno, je peux comprendre aujourd'hui qu'il y a autant de blouses bleues qu'il n'y a de blouses blanches? Est-ce que je peux faire comprendre que lorsque je rentre dans cette filière, oui, c'est à Bac+3, voire Bac+5, comme l'a redit la rectrice. Et on a suffisamment de passerelles, notamment grâce au but, équivalent Bac+3, licence, pour basculer de plus en plus, et on le verra, j'espère, par les études de cohorte qui progressivement vont s'installer, puisqu'on en est à la première année officielle. Et on verra effectivement ces trajectoires se dessiner. Donc ça nous apparaît important aujourd'hui d'insister sur le fait que la voie techno n'est plus à considérer comme une voie de relégation de la voie générale, pardon de le dire aussi clairement, mais c'est une voie de réussite dans laquelle il y a le bas de réussite. En même temps, il faut saisir l'opportunité de la création des buts, et en même temps, il y a une dernière opportunité pour cette partie introductive, qui concerne le fait qu'il y a une volonté politique nationale, quels que soient d'ailleurs les candidats. Quand vous les entendez, il y a à peu près un consensus, donc forcément, les choses seront maintenues, c'est le plan de réindustrialisation. Donc vous voyez, on a à la fois une opportunité politico-économique, on a une opportunité institutionnelle avec la création des buts, et on sait qu'on a de franches réussites. Donc il n'y a pas de raison, si je puis dire objective, de ne pas valoriser, j'insiste, cette voie technologique. C'était le premier point que je voulais dire. Deuxième élément, par rapport à cette valorisation, le choix qui a été fait, je vous l'ai dit, donc le choix du ministre, c'est de maintenir l'ensemble des séries et d'engager un plan de valorisation qui est porté par les recteurs de régions académiques avec une déclinaison dans toutes les académies. Bon. Ce plan de valorisation, il a été dessiné, et c'est aussi intéressant, enfin je vais m'arrêter peut-être moins sur le fait que sur le sens du fait, si je puis dire. On a pris, dans ce plan de valorisation, appui sur deux accords. Le premier accord, c'est que Région de France, comme tu l'as dit, en fait, les collectivités territoriales, particulièrement des régions, donc je vous rappelle que depuis la loi NOTRe 2015, ce sont les chefs de file économiques. Bon. Dans ce cadre-là, nous avons passé accord avec les régions, État-région, donc, une convention d'objectifs entre le président et le recteur de région académique pour que les régions investissent la voie technologique. Alors, ne demandez pas simplement aux régions de mettre un chèque, une signature en bas du chèque. Je pense aux équipements de STI 2D, par exemple, ou je pense à l'élargissement de l'offre qu'il pourrait y avoir dans telle ou telle situation. Le problème, c'est pas simplement là. C'est en quoi les régions, et après comment, mais en quoi les régions partenaires de cet accord avec l'État, ça a été signé au plan national, et tous les présidents de région sont en cours de le décliner. En quoi les régions peuvent-ils utiliser positivement cette trajectoire de formation que constitue la voie techno pour développer leur propre secteur économique? Et j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin. J'arrivais de Nantes hier. Bon, je connais un peu le territoire, un peu, franchement, un peu. Bon, je discutais avec le président, le directeur d'IUT, je discutais avec le DAZEN que je connais bien. Forcément, enfin, vous avez un territoire qui, d'un point de vue industriel, enfin,
a une histoire, a une culture. Enfin, les deux départements, 73-74 en particulier, on pourrait dire aussi l'Isère d'ailleurs, il y a une vraie culture. Bon. Donc il n'y a pas de raison, étant donné cette culture, que du côté de région Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y ait pas la volonté de développer les tissus économiques. Mais, je répète, développer les tissus économiques en adéquation avec les besoins. Tout à l'heure, je vais vous dire, par exemple, je vous le montrerai rapidement, mais j'ouvre une parenthèse suite à notre discussion. En STI 2D, en poids de STI 2D rapporté à l'ensemble des premières technos, l'Académie de Grenoble se situe plutôt haut. Et vous avez presque dépassé l'objectif national qui était implicitement fixé. Sauf que, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez atteint sans doute l'objectif à 27%, enfin quelque chose comme ça. Bon. Mais rapporté à votre tissu économique, c'est ça la question. Donc rapporté aux échanges qu'il peut y avoir avec la région, est-ce que vous n'avez pas besoin de pousser encore un peu le curseur, alors que vous êtes déjà au top? Évidemment, si j'étais... une autre région que je connais bien, c'est là où j'habite, c'est-à-dire à Nantes, où il y a Airbus, enfin, puis il y a les chantiers de Saint-Nazaire, etc., etc. Eux, ils sont largement en dessous de vous, hein, largement, même en dessous de 20%. Mais il y a objectivement un effort à faire. Rapporter, là encore, pas seulement pour dire je vais atteindre un objectif national, mais je vais faire en sorte, finalement, que je puisse, par cet accord État-région, là, en l'espèce, entre Rhône-Alpes, etc., Auvergne, et puis recteur de région académique, accompagner le développement économique des territoires. C'est ça la logique. Accompagner le développement économique des territoires. Alors qu'après, dans cet accompagnement, dans l'accord cadre, on a dit oui, il faut élargir l'offre. Ça pourra se passer peut-être par un investissement en équipement. On a dit aussi dans l'accord cadre qui a été signé que sur les transports ou sur l'hébergement, on est ici en région de montagne, un coup de pouce pour des gamins de la voie techno au niveau de l'internat, ça pourrait être pas inutile en matière d'accompagnement social. De même que, tu l'as dit implicitement, des gamins de troisième, vous savez bien, c'est un des problèmes que nous avons. Quand ils veulent choisir la voie techno, c'est en seconde, c'est un vrai sujet. Vous avez quelques séries de qui, à l'issue de la troisième, basculent directement en seconde. Nous, on a écrit dans le rapport, et c'est retenu par le ministre, que le recteur peut prendre la décision, en affectation troisième, de faire une affectation dans le lycée préférentiellement dès l'instant où il y a la continuité de parcours, seconde, première, terminale, en évitant les biais, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire, hein, en évitant de contourner le lycée dans lequel on ne veut pas aller. Mais si c'est positif par rapport à l'orientation du gamin, il n'y a pas de raison, vous voyez, il n'y a pas de raison. Dans ce cas-là, accompagnement de la région. De même qu'on a l'un des articles de cet accord concerne l'insertion par l'emploi. Là aussi, c'est un peu, si je puis dire, la compétence de la collectivité régionale. L'insertion par l'emploi, en quoi les branches professionnelles expriment, si je puis dire, leurs besoins, et qu'on essaie du coup de mettre en adéquation formation et puis insertion par l'économique. Bon, donc on a un accord qui a été signé là au mois de décembre. Le deuxième accord qui a été signé, et je salue du coup les collègues de l'enseignement supérieur, c'est naturellement avec le SUP. Alors c'est un accord qui a plusieurs facettes, je vais en citer 3. Première facette, c'est l'articulation entre la voie techno et les IUT, conformément donc à l'arrêté de décembre 2019, qui dit en gros 50% des gamins de la voie techno doivent, si je puis dire, être affectés dans les départements d'IUT, dans les IUT. Bon, c'est un effort considérable. Je salue le fait que l'Association nationale des directeurs d'IUT a signé. Hein? Je me permets de le dire. Alors on m'a dit c'est une association, j'entends, j'ai compris l'implicite. Mais c'est un effort conséquent sur lequel je vais revenir dans ma phase conclusive sur les équilibres de flux à l'intérieur de notre système. C'est un effort conséquent. On a discuté naturellement avec France Université, ex-CPU. Hein. On a discuté naturellement avec la CGE, la CDFI, l'association des proviseurs de CPGE, pour qu'il y ait des places réservées. Places réservées. Quand je dis place réservée, c'est pas quota, mais c'est négociation locale. C'est négociation locale.
Quand je vois qu'au dernier concours de Polytechnique, il y a 5 gamins issus de la voie techno qui ont été intégrés, c'est insuffisant au niveau de Polytechnique. C'est pas un bon signe, ça. Quand on dit place réservée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire pour les élèves. Mais ça veut dire que moi qui suis directeur de telle grande école, j'affiche dans mon accès concours qu'il y a autant de places réservées à. Et pourquoi c'est une charte? Mais tout simplement parce qu'entre les parties, nous nous sommes mis d'accord pour ce développement-là. Et que localement, ça doit se transcrire, puisque l'idée de ces deux accords, État-région d'une part, et puis SCOSUP d'autre part, débouche sur un schéma régional des formations de l'enseignement technologique scolaire et universitaire. Scolaire et universitaire. Comme l'a dit Mme la rectrice, le pilotage en incombe au recteur de région académique, aidé par ses collègues recteurs d'académie pour ce qui est de la déclinaison. Et l'idée, c'est que pour la rentrée 2022, pas au calendrier grec, pour la rentrée 2022, il y a déjà des initiatives qui mettent en trajectoire le schéma régional sur la première période 2022-2025. Ce schéma, c'est pour ça qu'on l'a décliné en schéma en disant ce qui se passe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas ce qui se passe sur la région des Pays de Loire, et ce qui se passe dans la région des Pays de Loire, c'est pas ce qui se passe en Bretagne. Bon, donc chaque territoire de région académique a forcément à la fois une autonomie de mise en œuvre et une spécificité territoriale dès lors, je le répète, qu'il y a cet accord avec la région, d'une part, et qu'il y a des accords avec les acteurs de l'enseignement supérieur. Ce schéma, autant que faire se peut, doit porter sur 5 axes, qui ne vous étonnent pas: l'information de l'orientation, l'offre de formation, je vais y revenir, et les parcours de réussite, les poursuites d'études, le service aux élèves. Quand je dis le service aux élèves, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'hébergement, le transport et les aides sociales, et puis l'aide à l'insertion à l'emploi. Bon, donc, l'idée, vous voyez bien, c'est pas une réforme comme on a connu la réforme du LGT. C'est un processus d'évolution qui est porté par une dynamique. Et cette dynamique, elle est par nature partenariale. Par nature partenariale. On fait le pari qu'en travaillant ensemble, on fait le pari que l'intelligence collective est bien supérieure à la somme des intelligences particulières, et que par cette intelligence collective, appliquée au territoire, on serait en mesure, effectivement, d'enclencher une dynamique positive par rapport à la voie techno. Alors, je vais m'arrêter quand même sur 3 points, maintenant. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. Notamment, je vais m'arrêter sur l'offre, je vais m'arrêter sur les diversités académiques, et je vais faire un petit zoom, pour autant, mes amis, que les chiffres que vous m'avez donnés soient justes, et puis que j'ai été en capacité de calculer correctement. Hein. Bon. Donc je vais faire un petit zoom sur l'Académie de Grenoble et après le 73-74. Donc d'abord sur l'offre. Qu'est-ce que dit le rapport? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que le ministre a demandé à l'ensemble des recteurs? Il y a 7 éléments sur lesquels je vais m'arrêter, qui sont naturellement de poids différents. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas valoriser la voie techno si à un moment donné on ne se pose pas la question de l'offre. Bien. C'est à la fois un dimensionnement quantitatif et c'est un dimensionnement qualitatif. Et l'un ne va pas sans l'autre. Alors, premier élément, ce qu'a dit Mme la rectrice, la maîtrise de STMG. Actuellement, au plan national, on en est à 58%. 58% des gamins de la voie techno sont à STMG. Vous êtes à 57-58, à quelques chouilles après. L'objectif, c'est que de 2022 à 2025, donc vous voyez, on y va sur un créneau de 3 ans, c'est l'idée de projection, on essaye de ramener ça à moins de 50%. Alors vous allez me dire, pas possible. Attendez. Je vais vous traduire ça de manière très pragmatique. Très pragmatique. En prenant appui sur 54%. Ça veut dire que dans chacun des lycées, compte tenu du nombre de lycées qui présentent des voies techno, ce n'est pas les 2500 lycées, hein, privés publics, hein,
Tout le monde n'a pas de la voie techno, même si STMG, d'ailleurs, est présent à près de 90%. Je ferme toute parenthèse. Ça veut dire que l'effort qui est à faire, écoutez bien, l'effort qui est à faire dans les lycées qui ont une voie techno, c'est moins 2 élèves. Moins 2 élèves. Mesdames et messieurs les proviseurs, vous n'allez pas me dire que c'est pas possible, ça. Moins 2. Ça, c'est le quantitatif. Alors, naturellement, les collègues profs qui sont là vont me dire, mais attendez, mais comment on fait? Forcément. Comment on fait, là? Ça rejoint ce que disait Mme la rectrice, c'est-à-dire on a un vrai travail d'articulation de 3e seconde à faire. On a un travail de prise en charge pédagogique à faire en seconde. On a beaucoup parlé des EDS, première et terminale. Moi, j'ai tendance à dire que l'enjeu de la réforme du lycée, c'est peut-être d'abord la seconde. Peut-être d'abord la seconde. Et puis j'ajoute un 3e élément sur cette histoire de STMG. Est-ce qu'on s'est posé la question du profil des jeunes gens et des jeunes filles qui choisissent STMG? Est-ce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si, finalement, ayant choisi une voie techno, est-ce qu'on peut leur parler d'autres voies techno? Est-ce que vous avez regardé le profil des gamins et des gamines qui sont STMG et ST2S, par exemple? Est-ce que vous avez regardé? Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on dit passer de 54 à 50, vous le traduisez dans les établissements, c'est 2 élèves en moins orientés en STMG, en moyenne, en moyenne. Mais en même temps, c'est donc quantitativement moins de STMG, mais l'idée c'est que ce soit mieux de STMG. Parce qu'on a de belles réussites sur STMG quand on voit les parcours, y compris post-bac. Deuxième élément, ça veut dire que du coup, moins des STMG pour maîtriser le développement, cette hypertrophie de STMG, souvent conçue comme la voie de relégation de la voie générale, c'est facile ça. Alors là, c'est facile. Facile. En revanche, pour ce qui est des voies techno de production, je pense en particulier STL évidemment et STI2D, et puis on va dire que la conjoncture pandémique, en quelque sorte, la demande forte des IFSI, écoles d'infirmières, des IRTS, en ce qui concerne les éducateurs notamment, fait que dans le secteur santé sociale et soignante, il y a objectivement une forte demande. Bon. Donc l'idée, c'est effectivement qu'on puisse, sur ces 3 secteurs en particulier, avoir une vraie extension de l'offre. Je vous montrerai votre situation académique et vos situations départementales. Objectivement, sur ST2S et STL, il y a un vrai effort à faire, honnêtement. Bon. Et je ne sous-estime pas, en ce qui concerne STL, le coût d'équipement. Je ne sous-estime pas ça, je le connais. Je peux vous donner le chiffre à l'euro près, d'un coût moyen d'équipement sur STL. Bon. Je dis simplement que c'est aussi une voie d'avenir. Quand on voit ce qui se passe en matière pandémique, STL, on est sur centre technique de laboratoire, je rappelle. Je ne parle pas des autres séries, ST2A, STHR, etc., pour lesquelles nous avons considéré qu'il n'y avait pas de perspective nationale à fixer. C'était libre à chaque territoire de voir quelle était la réalité de son besoin. J'attire quand même votre attention sur STHR, dont on voit qu'il y a une décélération très progressive, mais c'est normal, puisqu'il y a une valorisation du bac pro. Donc posez-vous la question, là, quand même, sur STHR. Sur ST2A, qui est une vraie voie d'insertion, à condition qu'il y ait de l'emploi. Le problème, c'est l'emploi. Donc, c'est une très belle série techno, mais posez-vous la question de l'insertion par l'emploi. STAV, je l'ai évoqué tout à l'heure pour ce qui est de la grille. Là aussi, il y a, semble-t-il, une reprise d'attractivité de cette série, qui est d'ailleurs très intéressante. Si vous avez l'occasion de regarder le programme de STAV, c'est très, très intéressant dans les connaissances du vivant et de l'agronomie. C'est vraiment un très beau programme. Moi, j'ai beaucoup aimé ce programme-là. Enfin, j'ai découvert des choses très, très intéressantes. Alors après, comme disait Mme la rectrice, il y a d'autres, en matière d'extension de formation, il y a d'autres voies possibles. Cordée de la réussite. Nous préconisons que dans les séries déficitaires, alors, ce que je dis là, c'est STI2D, STL. C'est le plan national. Mais là encore, c'est à poser
Vous comprenez bien, hein, là on est sous le cadre national, donc c'est à poser au plan académique, mais il n'y a pas de raison de ne pas utiliser l'accordé. On est ici en 4e, on fait une trajectoire longitudinale jusqu'à Bac+3, on montre aux gamins de 4e et de 3e ce qu'est la perspective d'avenir, on y insère les enseignants-chercheurs, on voit même les branches professionnelles, on observe, nous avons observé sur le terrain que lorsque tous les ingrédients étaient réunis, c'est cordé de la réussite, enfin sans mauvais jeu de mots, quoi. C'est une vraie réussite, quoi, en général. Hein, c'est une vraie réussite. Alors, il y a une niche qu'on a regardée aussi. Ce sont les CPGE ATS. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur les CPGE. Je vous rappelle que les CPGE, c'est 10% de la population post-bac. Hein. Bon. Donc 10%, c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a 90%. Hein. Je dis ça au passage. Bon. Je dis ça parce que la moitié de notre discussion sur le dossier des maths a porté sur les CPGE scientifiques, enfin en particulier MPI. Bon, enfin, je ferme cette parenthèse. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a une niche qu'on sous-emploie ou qu'on méconnaît. Alors, une niche, ça veut dire quelques élèves, hein. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va faire basculer complètement l'attractivité de la voie techno. Mais il se trouve que notre système, pour l'instant, il est ce qu'il est, et on sait que ce système a besoin de symboles. Donc quand vous dites à un parent d'élève en seconde qu'en choisissant la voie techno, il peut aller en CPGE, par différents canaux, comme tu l'as dit, ou des CPGE qui sont dédiés voie techno, ou des CPGE via BTS, par exemple. Bien, comme c'est le cas des ATS. Il n'y a pas de raison de ne pas s'en priver, si je puis dire. Et quand on a regardé la carte nationale des ATS, on a même indiqué, regardez ce que je suis en train de dire, alors qu'on a dit il faut moins de STMG, on dit ça serait quand même pas mal qu'il y ait une CPGE ATS tertiaire par région académique. Ce qui montre bien l'idée que c'est pas seulement le discours de moins quantitatif STMG qu'il faut avoir, mais c'est aussi des perspectives de mieux, sous-entendu, profil d'élèves choisis par rapport à des perspectives. Identiquement, CPGE ATS scientifique par académie. Donc vous voyez, c'est là encore, hein, il faut le situer comme étant une niche, j'insiste. On sait très bien que les CPE-GE sont ce qu'elles sont dans notre système, donc ça a plus valeur de symbole, mais on est bien effectivement sur des trajectoires positives. Dernier élément, on l'évoquait tout à l'heure avant de démarrer, c'est la cohérence de l'offre entre LEGT et IUT. C'est un vrai sujet. Alors, j'ai regardé un peu, avant de venir, ce qui se passait sur le territoire. Enfin, en tout cas, ici, ça paraît à peu près presque d'équerre, si je puis dire. En tout cas, il y a peu d'ajustements à faire. Il y a des territoires, alors je ne vais pas citer, j'ai 2 académies en tête où je suis allé il y a un mois, où là, il y a une dissonance, si je puis dire, une discordance entre l'offre de voies techno, c'est-à-dire les séries présentes, et puis la continuité de parcours en IUT. Ce qui veut dire, la question qu'on a à se poser, c'est de faire en sorte que les élèves aient, dans une proximité géographique acceptable socialement, acceptable en termes de proximité, acceptable en termes de trajectoire de formation, la possibilité d'être accueillis en IUT. Donc c'est l'adaptation de l'offre entre ce qui se passe en lycée et ce qui se passe en IUT, en essayant de construire cette lisibilité de parcours et de trajectoire. Et enfin, dernier élément, dans chaque campus, il faut au moins qu'il y ait un parcours techno, dans les campus métiers des qualifications, etc., de manière là aussi à valoriser la voie techno. Donc vous voyez que dans ce plan de valorisation, nous avons insisté sur l'aménagement de l'offre. Cet aménagement de l'offre, ce n'est pas moins de voies techno, mais c'est une régulation à l'intérieur des séries, première idée, et que dans cette régulation à l'intérieur des séries, on essaie d'articuler, notamment pour les séries déficitaires, le lien qui doit exister avec le tissu économique du territoire, d'où l'idée, je répète, de créer en quelque sorte ce schéma régional. Autre point sur lequel je veux attirer votre attention. Force est de constater qu'il y a aujourd'hui
du côté de la voie techno, une forte diversité des situations. Alors, je viens de le dire, il y a une diversité de l'offre, d'où la nécessité, nous semble-t-il, de réajuster. Alors là encore, réajuster progressivement dans une perspective concertée, à 3 ans, on se donne en quelque sorte une visibilité de l'évolution de l'offre. Mais il y a un autre élément, là encore, qui rejoint tout à fait ce qu'a dit la rectrice dans son propos introductif, c'est la diversité de parcours selon le genre, et j'ajouterai d'ailleurs selon l'origine sociale. Bon, je ne vous apprendrai rien, parce que vous êtes des acteurs compétents et que vous connaissez votre métier, que socialement, on a une typologie sociale en fonction des voies. Hein? Bon. On est plutôt sur du CSP plus et moyen en voie générale. On est sur CSP moyen, moins sur la voie techno et puis un peu plus défavorisé sur la voie pro. Donc on a une typologie sociale en fonction des voies. Bien. Mais lorsque vous croisez cette typologie sociale avec le genre, et ça, la question des filles, le problème, c'est pas simplement le 8 mars, hein, de faire une journée de la femme, hein. Le problème, c'est pas l'incantation, hein. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Je vais vous citer 2 anecdotes. La première, c'est quand on a remis le rapport sur égalité filles-garçons dans la réforme du lycée, là, avec Sophie Béjean, entre autres, et puis Claude Roiron, le 9 juillet 2021, au moment de lui remettre le rapport au ministre, je me suis autorisé à lui dire, bon, on était un peu décontractés, si je puis dire, et je lui ai expliqué ce que certaines recherches montraient, notamment dans les filières scientifiques et le rapport filles et filières scientifiques. Là, les filières scientifiques, c'est pas simplement les maths, hein. Il y a un certain nombre de données de recherche, y compris développées en France, qui montrent, alors, dès l'instant où vous avez, Hélène le sait mieux que moi, le président le sait mieux que moi, dès l'instant où vous avez des méta-recherches, c'est-à-dire des recherches sur les recherches pour voir les tendances, et que vous obtenez à chaque fois le même résultat, on peut quand même considérer qu'on est, si ce n'est face à une vérité, en tout cas, une tendance lourde. Quelle est la tendance lourde? Mesdames et messieurs les enseignants, quand vous interpellez les garçons, vous les interpellez d'une certaine manière. Quand vous interpellez les filles, vous les interpellez d'une certaine manière. Et la manière dont vous les interpellez conditionne la représentation qu'ils ont de leur propre parcours. Vous entendez ce que je dis là? Je décalque. La manière dont un prof de maths, recherche de Poitiers, interpelle les garçons et les filles a une incidence sur l'idée que moi, fille, je me fais de ma réussite en mathématiques. Toutes les données montrent, par exemple, que le prof va interpeller 4 fois plus un garçon qu'une fille. Toutes les données montrent que de la manière dont il interpelle le garçon, c'est toujours à des fins de valorisation. Mais qu'à contrario, la manière d'interpeller la fille, elle est studieuse. Mais en gros, elle n'a pas besoin de mathématiques. Donc je pousse, et encore, je pousse. Je vous invite à lire le rapport de juillet 2021. Eh bien, mes amis, il se passe le même phénomène, deuxième anecdote, sur la voie techno et en particulier STI2D. Messieurs les enseignants, STI2D, c'est pas une voie de mec, hein. Est-ce que je peux m'autoriser à dire ça? Oui, pourquoi je dis ça, quand même? Là encore, donc ça c'est Lille, l'équipe de Lille qui a fait ça. L'université de Lille. La manière dont les enseignants interpellent garçons et filles en STI2D n'est pas sans conséquence sur leur choix ultérieur à STI2D. La même équipe a démontré
que de la manière dont je m'adresse au proviseur, la manière dont les enseignements optionnels de seconde, vous savez, vous avez des enseignements optionnels là en seconde, hein, sont implantés n'est pas sans conséquence sur les choix d'orientation. La même équipe de Lille a démontré que, en collège, il y a une discipline qui mériterait sans doute d'être, si ce n'est revisitée, en tout cas sur laquelle on a besoin de s'interroger. Vous savez laquelle? Vous avez une idée? Oui, la technologie, ça s'appelle. La technologie. Là encore, je me garderai bien, puis ceux qui me connaissent le savent, c'est pas être désobligeant à l'égard des professeurs, c'est à 100 lieues de mon esprit, ça. Mais quand l'équipe de Lille démontre que de la manière dont on enseigne la technologie conditionne les choix d'orientation de seconde en voie techno, et là, c'est pas simplement une affaire de garçon-fille, mais c'est encore plus marqué pour les filles, c'est ça que je veux dire. Vous voyez bien les liens qui existent dans notre système, finalement, sur la manière dont tel ou tel parcours, finalement, peut se construire. Et quand on observe que STMG, il y a plutôt un équilibre garçon-fille, hein, plutôt. Mais CSP, plutôt moins, là. Mais qu'en revanche, sur STI 2D, on a majoritairement des gars, il y a moins de 13% de filles en STI 2D. Au plan national, je ne sais pas. Hein. Quand on observe sur ST2S, qu'on a à l'inverse à peine 20% de garçons, vous voyez que quand on parle d'égalité filles-garçons, il faut le poser entre les deux sens. Hein. La question n'est pas simplement univoque. Vous voyez bien qu'on a là, si je puis dire, puisqu'on veut rendre attractif la voie, vous voyez, c'est aussi un canal possible. Se poser la question du genre. Pourquoi notre système au niveau des performances de l'OCDE, que ce soit PISA, CEDRE, Teams, est à ce point socialement marqué? Pourquoi notre système est à ce point genré à ce point? Quand je dis à ce point, faut pas non plus qu'on s'autoflagelle en permanence. La question du genre se reproduit à peu près partout. Le problème en France, c'est le degré. C'est le degré. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le changement de nature, c'est un changement de degré. C'est plus prononcé. On a un marquage social qui est plus prononcé et on a un marquage genré qui est plus prononcé. Donc vous voyez que là, je posais la question de la diversité de parcours. Les collègues chefs d'établissement, mes amis, vous le savez bien, on est ici début avril, vous avez, enfin je pense, terminé vos conseils de classe du second trimestre. Donc les gamins de seconde ont exprimé leurs intentions d'enseignement de spécialité, ils ont exprimé aussi leurs intentions de voie, qui voie générale ou qui voie techno, et donc de série. Est-ce que vous avez fait simplement un état de tableau de bord des intentions? Je ne suis pas au choix hein, du mois de juin, mais des intentions, à ce stade-là, à ce stade. Est-ce que vous avez un tableau de bord d'intentions qui est à la fois abscisse genre et ordonnée CSP? Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Et est-ce que vous n'avez pas avantage entre le mois de mars et le mois de juin, dernier conseil de classe fin mai, début juin, peut-être à faire ici ou là quelques éléments de pilotage? Je ne dis pas réorienter des choix, je dis aviser, ce qui n'est pas pareil. L'indépendance, ce n'est pas l'autonomie, même en Corse. Hein? L'autre élément de diversité, c'est évidemment Parcoursup, on l'a dit tout à l'heure un peu, c'est-à-dire l'articulation qui doit exister plus qu'hier. Et aujourd'hui, à minuit, je vous rappelle, hein, c'est la clôture, voilà. Et force est de constater effectivement qu'on a sans doute là, sur l'ensemble du territoire national, c'est un enjeu de territoire, ça. Des cohérences d'offres qui méritent sans doute d'être consolidées. Le troisième point dans la mise en place de ce schéma, pour vous éclairer et en même temps alimenter l'échange, c'est le sens et l'ampleur de l'effort à accomplir
dans l'académie de Grenoble et dans le 73 et le 74. Alors, je vais vous dire comment on a fait. Donc, nous n'avons pas souhaité proposer au ministre des quotas, je vous le rappelle, mais des objectifs à atteindre. Donc, l'idée est très simple, la revalorisation de la voie techno doit se traduire à un moment donné par du quantitatif, au-delà du qualitatif, et d'ici 2025, l'idée c'est de ramener la voie techno sur l'ensemble des premières EGT à au moins 27%. Je vous rappelle qu'en 2003, on était à 37%. Donc vous voyez, la progression de ramener à 27%, alors qu'on est aujourd'hui en dessous de 24%, c'est une progression mesurée. Enfin, c'est pas le chambardement, hein. C'est de se dire c'est atteignable. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en train de passer 6,20 m, record du monde à la perche, là. On ne vous demande pas de passer de 6,20 m, c'est pas ça le sujet. Mais à l'endroit où vous êtes, chacun a son niveau de responsabilité. Chacun a son niveau de responsabilité. Il y a un cap qui est franchi, il y a une vision qui est posée. Donc là, on se dit, il est souhaitable, dans un processus de réindustrialisation, il est souhaitable, dans un processus d'extension de la professionnalisation du premier cycle de l'enseignement supérieur, d'avoir un vivier, je reprends mon expression de tout à l'heure, d'au moins 27% au plan national. Bon. Grenoble est à 27,7, donc on pourrait dire que ça va. Vous êtes déjà là, c'est R 2021, si les chiffres sont bons, hein. Mais il n'y a pas de raison. Enfin. Vous êtes déjà à 27,7. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, pour des raisons de culture, d'histoire. Bon. Je veux simplement attirer votre attention sur un point. Il faut naturellement veiller à ce que, dans votre schéma régional, il y ait, je réitère ce que je disais tout à l'heure, une adéquation avec le tissu économique territorial et les enjeux que la région, avec vous, sont en capacité de construire. J'aurais tendance à dire que, et puis je sais ce que dira Hélène, mais l'Académie de Grenoble, on pourrait se dire, ça y est, tout va bien, puisqu'elle est déjà au-dessus. Moi, je considère qu'il y a un gap parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un tissu économique et parce qu'il y a une culture. Deuxième élément, sur STMG, moins de 50%. Là, vous êtes à près de 58%. Donc ça veut dire que là, il y a 8 points à gagner en R22, R23, R24, R25. 4 rentrées scolaires, 8 points, 2% par an. Voilà la visée. D'accord? Et translatez ça, mes amis, translatez ça dans votre établissement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au plan national, 54%, c'est 2 élèves en moins. Mais c'est 2 élèves mieux orientés, hein. C'est pas... ils disparaissent pas, si je puis dire, hein. C'est 2 élèves en moins. Je continue sur ST2S. Alors, ST2S, sciences sociales, hein, comme vous le savez, au plan national, l'objectif visé, c'est au moins 16%. Lorsqu'on a discuté, parce que vous devinez bien que ce n'est pas des chiffres qui sont sortis du hasard, lorsqu'on a fait des réunions interministérielles, les collègues de la santé que j'ai rencontrés, j'ai vu aussi ceux de l'agriculture, disaient, ben, nous, en termes de besoins, on souhaiterait plus, quoi. Bon. Après, on a essayé de faire comprendre que c'est pas la peine d'afficher des objectifs inatteignables, mais en tout cas, il faut laisser peut-être le temps à chacune des institutions d'agir et d'opérer dans un sens positif. Donc là, on dit ST2S au moins 16. Là, vous voyez, vous êtes à près de 12 au plan de l'académie, 17 pour le 73, 12,6 pour ce qui est le 74. Donc là, il y a un gap. Donc le progrès, c'est 4%. 4%, 4 rentrées, 1 point par rentrée. C'est faisable, ça. 1 point par rentrée. Hein? C'est pas inatteignable, ça. Bon. Et je rappelle ST2S. Regardez le profil des jeunes gens, et surtout jeunes filles, qui sont dans ST2S. Il y a peut-être des jeunes gens, des jeunes filles qui pourraient mieux réussir en ST2S qu'en STMG.
Il y a peut-être des jeunes gens, des jeunes filles qui réussiraient mieux en ST2S que de rester en voie générale. Est-ce qu'on peut valoriser cette série? Est-ce qu'on la connaît d'abord? C'est une première question. Hein. Comment faire pour la faire connaître? Positivement. Sachant les débouchés qu'il y a au bout du bout. Voilà. STL. Donc là, on est au plan national à au moins 5%. Grenoble est à 3, 2,7, 1,1 pour le 74. Bon, on a un gap de 2 points. Gap de 2 points, 4 entrées, 0,5 par an. Non, je caricature je veux simplement vous montrer l'ampleur de l'effort. C'est pas, je pense que les objectifs nationaux qu'a arrêté le ministre, c'est pas des choses inatteignables. Inatteignables. Et STI2D, donc, STI2D, c'est au moins 20% au plan national. Pour les raisons que vous devinez bien, liées à la réindustrialisation. Bon. Grenoble est à 22,6, donc on pourrait se dire, comme tout à l'heure, tout va bien. Et le 22,6 explique en particulier le fait que vous soyez à 27,7 en ce qui concerne le poids de la VT sur l'ensemble GT. Bon. Mais, regardez 22,6 rapporté à votre tissu économique. C'est ce que j'ai fait hier soir encore, y compris en regardant un document qui était très bien fait sur les projections à 3 et à 5 ans d'emploi et la demande industrielle. C'est-à-dire que vous avez un avantage chez vous parce que vous avez une histoire, une culture presque, hein, industrielle forte, des implantations fortes, mais en même temps, c'est ce que disait Hélène, vous avez une opportunité parce que les industriels en ce moment, ils sont en train de changer. Leur demande, c'est pas, bon, attendez, nous on va former, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Nous on sait faire, on va former. Non, c'est pas ça. Ils sont en train de nous dire, on a besoin de ressources. On a besoin de ressources humaines. Donc non seulement vous avez un tissu économique qui est favorable, mais en plus vous avez l'opportunité d'une forme de rebond économique. Donc, sincèrement, je pense que vous pouvez aller au-delà sur STI2D. Il y aurait même, je pense, avantage à y aller, avec peut-être là un rééquilibrage sans doute aussi au niveau des départements, mais là encore, je reste prudent, il faut regarder ça dans les articulations avec État, région et autres partenaires pour voir la réalité du bien fondé. Mais je voulais juste attirer votre attention sur ce tableau qui n'a pas, mes amis, volonté de vous donner des instructions imbéciles. Il a simplement vocation à vous dire, voilà, si on décline les objectifs nationaux appliqués à votre territoire, voilà le sens et l'ampleur de tel ou tel effort qui mériterait. Mais ça veut dire qu'on a, dans ce schéma régional, des perspectives d'objectifs à atteindre. Pas de quotas, d'objectifs à atteindre. Et plus vos objectifs seront consensuels, plus ils seront co-construits, partagés entre vous, plus vous aurez de chance les uns et les autres, si je puis dire, d'atteindre cette valorisation de la voie techno. Troisième temps de mon intervention, je vais aller assez vite là. L'impulsion nationale, la mise en œuvre en région académique, déclinaison académique, doit aboutir à un moment donné dans les EPLE. Bon. Dans les EPLE, là encore, vous voyez, quelques suggestions qui sont issues de pratiques. C'est-à-dire qu'on a relevé un certain nombre de pratiques qui existaient. Donc, là encore, c'est pas inatteignable puisque c'est vous qui le faites. On a simplement compilé un certain nombre d'articulations nécessaires. Il y a 4 séries de mesures, si je puis dire. Des mesures d'information d'orientation, des mesures de pilotage de l'offre, des mesures de coopération, et puis des mesures de formation. Alors, je vais juste, je vous laisserai le PowerPoint si vous voulez, mais juste peut-être attirer votre attention sur une mesure plus que d'autres dans chacune des 4 séries. Bon, sur la mesure d'information d'orientation, mes amis, on a un problème sur les heures dédiées d'orientation, les 54 heures. Vous allez me dire, on n'a pas les moyens. Non, j'entends pas ce message-là. Moi, je vous le dis franchement, je n'entends pas ce message-là. Comment vos DHG sont-elles réparties? Voilà. Est-ce que vous considérez que dans les 4 objectifs de la réforme du lycée, celui qui concerne l'accompagnement et l'orientation est un des 4 objectifs prioritaires, oui ou non? Ou est-ce que vous continuez à dédoubler
les heures de physique-chimie, de maths, d'histoire-géographie en seconde. Voilà. La question est simple, hein. Et je comprends la difficulté de vos métiers quand vous allez dans certaines salles de profs, qui ont été habitués, notamment en lycée, le lycée français est celui qui, en volume horaire hebdomadaire, est le plus important d'Europe. Et puis on a 40% de taux de réussite en L1. Cherchez l'erreur. Bon. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de l'efficience des dispositifs qu'on met en place. La question, c'est pas ne pas dédoubler, hein, c'est pas ce que je dis. C'est quelle est l'efficience des dispositifs qu'on met en place. Et je rappelle d'ailleurs que le dédoublement coûte beaucoup plus que mettre en barrette 2 divisions et faire 3 groupes. Hein? Là, je fais 3 groupes, je suis un groupe à effectif réduit. Ce qui peut s'entendre pour certaines disciplines, notamment scientifiques. Je ne suis pas en train d'être en contradiction avec ce que je dis. Je dis simplement, posez-vous la question de l'efficience des dispositifs. Et ensuite, dans la réforme du lycée, on l'a déjà dit quand on s'est vu en octobre, on a un vrai sujet sur les 54 heures. Des collègues, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en lien avec une équipe de Rennes, me disait, mais attendez, on nous demande de faire une carte des EDS très élargie, puis en plus maintenant, on a la problématique des enseignements optionnels. Il y a de plus en plus de gamins qui demandent l'enseignement optionnel, maths experte, maths complémentaire et droit en terminale. Donc ça nous donne des surcoûts par rapport aux marges de manœuvre. J'entends tout ça, mes amis. J'entends tout ça. Est-ce que l'on peut équilibrer le degré d'atteinte des objectifs par rapport à l'usage de la DSG? Est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à ça? Et si j'avais un choix, c'est pas très bien ce que je vais le dire, mais on reste entre nous. Sur les 54 heures, je vous ai dit tout à l'heure, on a beaucoup parlé des EDS, l'entrée du lycée, c'est la seconde. Si j'avais un choix à faire, c'est objectivement que le temps dédié d'orientation soit prioritairement sur la seconde. Si j'avais un choix à faire. Mais parce que fin de seconde, il se passe des choses. On le sait bien. Donc c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. Tu as évoqué tout à l'heure tous les dispositifs d'accompagnement, mentorat, etc. Je pense que là aussi, dans ces mesures d'accompagnement de l'orientation, il y a des points importants. Autre élément sur les mesures de pilotage de l'offre. Pilotage de l'offre. Je voudrais attirer, là encore, votre attention par rapport à des pratiques qui existent dans certains établissements et qu'on a considérées comme des pratiques à relever, sur les enseignements optionnels de seconde. Je vous rappelle qu'en seconde, vous le savez mieux que moi, chaque division, vous avez 12 heures de marge de manœuvre. Hein. C'est la seconde qui a le volume horaire de marge de manœuvre le plus important. 12 heures en seconde, non fléché, 8 heures en première, 8 heures en terminale, et quand vous êtes en série, ça va de 8 à 14 selon la série. Donc il y a de la marge. Quand même de la marge. Je suis un lycée 10 divisions de seconde, ça fait 120 heures. Hein, je suis sur un lycée moyen 30 divisions, ben je suis à 120, 160, 160. C'est quand même pas rien. Alors après, je répète, il y a des choix à faire. Dans les choix à faire, si vous voulez éclairer les jeunes sur ce qui se passe après post-seconde, bah, y a-t-il pas avantage à implanter un enseignement optionnel techno, là? Y compris peut-être un techno-production et un techno-service, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas avantage? Vous voyez, la question, c'est pas simplement l'enveloppe des moyens, c'est de la manière dont on utilise cette enveloppe à partir de fins, en fonction de trajectoire ou de vision qu'on peut avoir. Mes amis, je ne sous-estime pas pour les collègues chefs d'établissement la difficulté de l'exercice, puisqu'il s'agit de choisir. Et pour l'avoir pratiqué, je pense que je connais un peu les choses. Je dis simplement que dans ces choix-là, quels sont les choix en adéquation avec la mise en réforme et quels sont les choix qui peuvent contribuer effectivement à cette valorisation, entre autres, de la voie techno. Sur les coopérations, alors,
ça rejoint exactement ce que disait Hélène tout à l'heure. La voie technologique, mais plus encore finalement l'enjeu, comme tu l'as dit, de bac -5, bac +5, et c'est heureux qu'il y ait des collègues principaux qui soient dans cette salle. La finalité du collège, mes amis, c'est pas le DNB. C'est la réussite de vos gamins au lycée. La finalité du lycée, ce n'est pas l'obtention du bac. C'est la réussite dans l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire que, dans cette trajectoire-là, tout ce qui est mise en réseau, activité de bassin, enfin, peu importe les formules adaptées, est absolument essentiel. Et j'ajoute forcément un axe qui concerne le SUP. Je vous rappelle que dans la loi Fioraso de 2013, article 34, il y avait des conventions entre EPLE et EPSCP, en particulier sur les CPGE et les BTS. La loi Auré n'a pas abrogé cet article, au contraire, elle l'a même consolidé, notamment du côté des IUT, entre autres. Mais l'idée qu'il y ait du partenariat construit entre EPLE, moi j'aurais presque dit réseau de PLE, et structure d'enseignement supérieur, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mérite objectivement d'être consolidée. Ces partenariats, même si on n'avait sans doute antérieurement pas l'habitude, il y a des progrès quand même importants qui ont été faits depuis quelques années, mais on n'avait sans doute pas l'habitude de se connaître, tout simplement, ou de se côtoyer. Mais le fait qu'on inscrive du partenariat, c'est-à-dire de la coopération fonctionnelle, y compris entre les enseignants eux-mêmes, que des enseignants-chercheurs viennent dans le lycée et vice-versa, par exemple, je cite un exemple, bon. Évidemment, sur la mesure de formation, la 4e dans les établissements, l'enjeu des profs principaux, des profs référents, rappelez-vous, pour ce qui est des collègues de lycée, on a installé les profs référents là, pour ce qui est des classes de première et de terminale. C'était un vrai sujet en termes d'accompagnement de ces équipes. Même si je ne sous-estime pas que dans un certain nombre de lycées, c'est compliqué à voir les profs principaux qu'on voudrait, etc., etc. Bon. Mais dans le deal, si je puis dire, dès l'instant on exerce cette mission en dehors des indemnités, etc., c'est un deal de professionnalisation, en quelque sorte. C'est-à-dire, il n'y a pas de prof principal qui ne soit pas accompagné en animation, en formation, et force est de constater que là, les profs principaux de 3e et seconde, c'est même combat. C'est même combat. Il n'y a pas de jonction. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fracture à consolider, là. J'aurais presque dire que c'est des formations communes. Enfin, il y aurait même avantage, d'ailleurs, me semble-t-il, avoir des formations communes. 4e point, c'est donc mon point de conclusion. Alors, dans la manière dont on a essayé de valoriser la voie techno, il y a peut-être quelques réflexions que je voudrais vraiment vous soumettre. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la spécificité pédagogique de la voie techno, dans cette pédagogie inductive, du concret vers l'abstrait, la mise en situation des élèves, la mise en responsabilité des élèves, le projet technologique, le recours aux outils numériques, ça induit objectivement un décloisonnement. J'ai la faiblesse de penser que la voie technologique, par un décloisonnement affirmé entre les enseignements généraux et les enseignements technologiques, au profit d'une valorisation des compétences, voilà ce à quoi je veux aboutir. Et sans doute, une voie qui doit donner l'exemple. Voilà ce que je cherche à dire. Si les collègues de la voie techno, profs, équipe pédagogique, équipe de direction, valorisent la dimension compétence, je reste convaincu que ça va diffuser sur l'ensemble du lycée. Et c'est un enjeu majeur aujourd'hui sur la manière d'évaluer les élèves. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 40% du bac, c'est du contrôle continu. Et qu'il est important que, dans la continuité du collège, la dimension compétence articulée avec les attendus du SUP, soit un élément, en quelque sorte, sur lequel on puisse s'appuyer. Deuxième considération conclusive,
finalement, par cet arrêté de décembre 2019 qui crée la professionnalisation du premier cycle d'enseignement supérieur, licence pro dont bachelor en IUT, bac plus 3 donc, sans exclure d'ailleurs le DUT. Le DUT reste bac plus 2, mais évidemment, la finalité désormais des IUT, c'est bac plus 3. Bon. Mais ça veut dire que du coup, on a un effort à faire de compréhension, je pense, et d'explication sur ces trajectoires d'élèves et sur cette mise en perspective d'élèves. La réforme du lycée, voie générale, y compris quand vous regardez les tout premiers résultats, R 2021, là, pardon, oui c'est ça, R 2021, où vous voyez, à travers le rapport de l'inspection générale de janvier, et à travers la note SIES, c'est le service statistique du SUP, qu'il y a une très forte corrélation entre les deux EDS de terminale et le choix post-bac, hein, très forte, ce qui est heureux quand même. Hein. Bon. Il n'en demeure pas moins que je suis élève de la voie générale, ma destinée, ça me fait penser à une chanson ça, ma destinée, c'est licence, dont CPGE, mais la trajectoire c'est licence. Ça ne veut pas dire, je parle au directeur de l'IUT là, qu'il n'y a pas des gamins de la voie générale qui ne peuvent pas aller en IUT, mais prioritairement c'est la licence. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gamins de voie générale qui ne vont pas en IUT. Je suis un élève de la voie techno. Ma priorité, 50%, c'est d'aller en IUT. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élèves de la voie techno qui ne vont pas en BTS. Mais le discours à tenir, c'est bac plus 3. C'est d'abord ça. Je suis un élève de la voie pro. Ma destinée d'enseignement supérieur, ce n'est pas elle. Les gamins, ils se cassent la figure. C'est de moins en moins IUT. Ils se cassent aussi beaucoup la figure. C'est BTS. Sous certaines conditions, naturellement, on est sur des filières sélectives, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc vous voyez que on a aujourd'hui, dans notre système, une volonté, évidemment, de poursuite d'études. Hein, on décale le curseur à bac plus 3. On décale le curseur à bac plus 3. Mais on fait en sorte que les flux de population s'inscrivent, en quelque sorte, dans des perspectives en adéquation entre le cursus scolaire et la perspective d'enseignement supérieur. Mes amis, priorité ne veut pas dire exclusivité, j'insiste là-dessus, mais ça veut dire que les collègues IUT, par exemple, qui avaient l'habitude majoritairement de recevoir des gamins de la voie générale en IUT, basculent peu à peu vers une majorité d'élèves issus de la voie techno. Mais ça veut dire que les collègues qui avaient l'habitude en BTS d'avoir une majorité, alors en masse, hein, mes amis, en moyenne, hein, je ne parle pas section par section ou département par département, hein, je parle, bon, avaient plutôt tendance en BTS à recevoir des équilibres entre voie générale, voie techno, majoritairement, et un peu de bac pro, on sait bien l'histoire, là c'est une évolution qui doit se conjuguer autrement. Très important en matière d'équilibre de système. Quatrième remarque. La voie techno, finalement, à travers ce schéma régional, elle consolide deux idées simples, et ça rejoint totalement ce que disait Mme la rectrice dans son propos. Notre système éducatif est fondé en France par un système de compétences partagées. L'État garde, heureusement, le service public d'enseignement. Hein ? Les programmes sont les mêmes de Lille à Perpignan et de Brest à Chambéry. C'est les mêmes. Vous allez à côté, vous connaissez mieux que moi, à côté, là, en Suisse, vous savez bien que les choses sont un petit peu différentes. Bon. Donc là, la France a la particularité d'avoir un service public d'enseignement. Les programmes sont les mêmes, les profs sont d'État. La collation des diplômes, c'est une affaire d'État. Il y a le brevet national, il y a le bac national, il y a L, il y a M et il y a D. Bon. Mais les collectivités, depuis les 4 trains de décentralisation, je rappelle que le dernier train de décentralisation, c'est la loi 3DS de février 2022, qui est d'ailleurs pas inintéressante du côté du SUP, elle l'est moins du côté de
du SCO, puisque dans le côté du SCO, vous avez une problématique un peu singulière qui concerne vos adjoints gestionnaires, qui pourraient, enfin c'est pas qui pourraient, la loi est votée, qui sont en partie sous autorité fonctionnelle du président de la collectivité, hein, je rappelle ça, bon, je ferme cette parenthèse, mais il n'en demeure pas moins qu'on a un système à compétences partagées et de la nécessité, effectivement, de faire un certain nombre de partenariats, de régulation institutionnelle, collectivité d'une part, mais aussi, ce que tu disais tout à l'heure, sur les entreprises, branches professionnelles, et là, force est de constater que sur ce territoire, il y a indiscutablement une pratique, une culture qui va, je pense, dans le bon sens, mais qui mérite peut-être encore d'être consolidée. Et le dernier point sur lequel je veux dire, c'est que la voie techno doit aussi être un espace de formation dans lequel on se pose quand même clairement la question de la réduction des inégalités. Que ce soit les inégalités sociales, de genre, voire les inégalités territoriales. Il y a objectivement là un enjeu d'efficience de notre système éducatif dans le concert international. Il y a un enjeu d'efficience, mais j'oserais dire très, peut-être prosaïquement, il y a aussi un enjeu démocratique. Et il ne faut pas le négliger dans ce moment inédit et quelque peu incertain.